Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la grande finale du projet EM Startupper. Donc, je suis Ingrid Boutroy, responsable du parcours management de l'information et des technologies au sein de l'EM Normandie et également pilote du projet EM Startupper. Donc, ce projet était pour nous une belle aventure, aussi bien pour l'école que pour les étudiants. Pour la première fois, nos étudiants de première année post-bac, nos U1 qui ont 18, 19 ans, parfois 20 ans, allaient mener un projet entrepreneurial sur la base de leurs propres idées. Ce projet était obligatoire et directement intégré au programme. Donc, cela représentait 650 étudiants des campus de Caen, de Paris et d'Oxford. Ils ont été rassemblés en 138 équipes, soit 138 idées pour initier 138 projets en langue française ou en langue anglaise. C'était ambitieux, mais avec du recul, finalement, c'était aussi très réaliste, puisque nos étudiants seront à l'origine d'un renouvellement économique qui prend de plus en plus des dimensions sociétales et environnementales. Vous le verrez d'ailleurs dans les projets qui vous seront présentés. Chaque classe, il y avait 27 classes, était accompagnée par un coach professionnel de l'entrepreneuriat ou entrepreneur lui-même. Chaque classe a élu son meilleur projet et donc parmi ces 27 projets, l'école en a sélectionné 5, les 5 que vous allez découvrir dans quelques instants. Donc je vous les cite, Argan Nissa, Click and Brush, No Stress O'Clock, Biocité et Women's Care. Pour les départager, nous avons fait appel à un jury assez exceptionnel. Tout d'abord, pour commencer par la seule femme du jury, Sandra Bécal, qui est cofondatrice et directrice générale de l'INAE et également diplômée de l'EM Normandie. Bonjour Sandra. Bonjour à tous, ravie de faire partie de ce jury et de cette belle expérience. Merci. Xavier Guizot, qui est fondateur de Tiresias et Business Angel également. Bonjour Xavier. Bonjour à tous et à toutes. Et je suis également très heureux de pouvoir participer à cette session. Merci, nous sommes heureux de vous accueillir. Guillaume Béranger, qui est maire du village Baïséa de Caen. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, merci de l'invitation et puis très content d'être là avec vous. Ravi également. Et Thomas Giraudet, donc, qui est rédacteur en chef chez Madines. Bonjour Thomas. Bonjour à toutes et tous et comme mes camarades du jury, très content d'être parmi vous. Parfait, et nous sommes ravis également de vous accueillir. Donc, en termes de déroulé, donc, à l'issue de la présentation des projets, le jury se retirera quelques minutes. Pendant ce temps, Marielle Lassara, qui est responsable du parcours carrière au sein de l'école, débriefera des pitchs devant vous avec les porteurs de projets. Bonjour Marielle. Bonjour Ingrid, ouais, je suis ravie aussi d'être là et de pouvoir accompagner ce projet également. Super, merci à toi d'être là. Écoutez, je crois vous avoir tout dit, en tout cas l'essentiel pour pouvoir démarrer la session de pitch. Donc chaque pitch, chaque projet va présenter justement son projet pendant 4 minutes. Et donc à l'issue de chaque pitch, il y aura un temps de questions-réponses de 6 minutes. C'est moi qui tiens la montre. Je serai assez intransigeante sur le timing et je laisserai quelques secondes si ça déborde un peu, mais pas plus. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose que nous démarrions avec Argan Nissa. Marois, c'est à vous. Merci. Est-ce que vous avez une présentation, s'il vous plaît? Oui, on voit bien. D'accord. Alors, je mets le timing quand vous commencez. D'accord, en fait, si je mets un chrono aussi pour moi. Ok. Alors, je commencerai par dire que tout commence avec une idée. Mais qu'est-ce qu'une bonne idée?
Une bonne idée, ce n'est pas forcément une innovation révolutionnaire. Une bonne idée, c'est une réponse à une problématique. Prenons un exemple. Lorsque vous achetez des produits bio à un prix assez élevé, est-ce que vous allez vous demander comment ont été traitées les personnes qui ont fabriqué ce produit? Eh bien, je pense que non. Car malheureusement, dans l'inconscient collectif, plus c'est cher, mieux c'est. Et aujourd'hui, je suis là face à vous car j'ai décidé de me pencher sur cette question. Et ma bonne idée à moi, c'est Arganisa. Arganisa, c'est une entreprise basée sur un schéma économique, social et solidaire qui gravite autour de l'authenticité, la solidarité, le respect, l'égalité et le progrès. Arganisa, c'est une coopérative d'argan qui lutte contre l'isolement social des artisans de la graine en les intégrant à la chaîne de production complète. Notre but premier, c'est de revaloriser celles qui sont à l'origine de l'or blanc du Maroc, la femme, soit Nissa en arabe. C'est pour ça que j'ai appelé Arganisa Arganisa. Séparées en deux entités, d'un côté, nous avons l'ESS Arganisa qui a un but lucratif seulement, et d'un autre côté, nous avons la Fondation Arganisa qui, elle, s'occupera de la lutte contre l'isolement social du coup, de nos collaboratrices. Et afin de mener à bien cette lutte, il y a plusieurs organismes tels que l'Agence nationale de la lutte contre l'analphabétisme qui viendra intervenir très souvent auprès de nos collaboratrices. Utilisé depuis la nuit des temps, l'argan, c'est un élixir de beauté pour la femme marocaine. Elle est anti-rides, anti-âge, anti-vergeture, a des effets adoucissants. Bref, il y a énormément de bienfaits à l'huile d'argan. On l'utilise en tant qu'huile pour le visage, pour le corps et pour les cheveux, en tant que savon nettoyant et aussi dans nos crèmes quotidiennes. Pour nos produits, nos early adopters seront des femmes d'une trentaine d'années avec des enfants et nous ciblerons aussi d'un autre côté des jeunes femmes aux cheveux texturés et des hommes d'une soixantaine d'années. Selon le cabinet Grande Vue Recherche, en 2018, le marché de l'argan a eu un chiffre d'affaires de 70,3 millions de dollars. Étant un gros marché florissant, le marché des huiles végétales a pas mal d'acteurs en activité. Nous avons Olvea, qui est un grossiste dans le secteur, Aromazone, qui est spécialisé dans la vente d'huiles végétales sur Internet et qui possède aujourd'hui 7 boutiques en France, et notre principal concurrent, qui est Nectarome, qui est lui, en revanche, spécialisé seulement dans l'argan. Et la force d'Arganisa face à tous ces acteurs, c'est une production artisanale exclusive qui respecte les techniques ancestrales de presse d'argan. Et c'est pour cet atout majeur que nous voulons faire de nos concurrents une force. La finalité, en fait, ça va être qu'ils puissent s'intégrer à leur gamme de produits de l'argan artisanal via notre marque blanche. Le business model d'Arganisa, c'est quoi? C'est la vente de produits à base d'argan sur notre site internet, c'est le développement de notre marque blanche, excusez-moi, mais c'est aussi sur le long terme l'ouverture de quelques boutiques en France et pourquoi pas au Maroc. Pour la première année, nous attendons un chiffre d'affaires de 200 000 € pour un panel de 3 000 clients et un reversement de 10% du chiffre d'affaires, soit 20 000 € pour la fondation sans compter les donations. Arganisa, c'est un projet auquel je crois coûte que coûte. Et c'est pour cela que j'irai prochainement rencontrer les producteurs d'argan au Maroc. Mais en revanche, pour pouvoir mener à bien le projet, j'ai besoin de me pencher plus en profondeur sur la question du label qui va venir en fait certifier les conditions de travail des presseuses, le suivi des arbres, etc. Mais j'ai aussi besoin de me pencher sur tout ce qui est normes au niveau cosmétique en Europe. Sinon, moi, c'était Marois Bouanan et je suis très contente d'avoir participé au projet Start-Upper. Et si vous avez des conseils pour moi, je vais vous mettre mon contact et n'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Merci à vous. Merci Marois. Effectivement, que quelques secondes de dépasser dû à quelques petits cafouillages, mais vraiment pas grand-chose. Bravo. Très bien. Je vais maintenant laisser le jury poser ses questions si vous en avez. Qui commence? Sandra Bakal-Chilinaï, je me permets d'intervenir en tant que femme et en tant que consommatrice de cosmétiques et pas que. Donc, Marois, déjà, bravo pour cette initiative. J'ai aussi eu l'occasion de voir ta vidéo teasing qui était extrêmement bien faite.
Je tenais aussi à te le dire avant de te poser quelques questions. La question que moi j'ai en tête, c'est que tu parles du coup de marque blanche. Ça veut dire que tu veux revendre la production que tu auras pu prélever au Maroc par ton réseau auprès de ces gros distributeurs aujourd'hui d'huile d'argan. Effectivement. Le but, en réalité, ce serait de vendre du coup des flacons d'huile d'argan Arganissa à des gros points de vente, mais je pense que ça serait assez compliqué de leur faire accepter de vendre une autre marque. Du coup, on a adopté la technique de la marque blanche pour pouvoir en fait intégrer de l'huile d'argan éco-responsable chez ces gros producteurs qui produisent malheureusement que de manière industrielle. D'accord. Il existe déjà une marque sur le marché qui s'est lancée, qui s'appelle Nisae. Je ne sais pas si tu la connais, qui est exactement sur ce type de réseau de distribution, qui distribue du coup sa marque en marque propre. C'était pour bien comprendre en fait ce système de marque blanche. Après, je pense qu'il faut effectivement faire une étude de marché plus profonde pour voir justement les besoins. Mais du coup, ce sont les 3 gros acteurs que toi, tu avais identifiés en tant que concurrents. Effectivement. D'accord. Et tu as une idée de positionnement de prix aujourd'hui? C'est quelque chose à laquelle tu avais pensé? Oui, après avoir fait un questionnaire, du coup, il y a 5 mois, on a pu récolter 300 réponses. Et sur les 300 réponses, la tranche de prix, c'était entre 15 et 40 euros au niveau de la cosmétique. Du coup, on pense vendre nos fioles à une trentaine d'euros. Comme c'est des produits assez qualitatifs, 30 euros, 35 euros, je pense que ça pourra le faire. D'accord. Il y a une autre question parmi les membres du jury. Super, en tout cas, bravo. Effectivement, teaser très esthétique et très motivant aussi. Juste, dans un projet comme ça, il y a quand même pas mal de paramètres, pas mal de parties prenantes, on va dire. Est-ce que tu es seul? Comment ça marche? Est-ce que vous êtes plusieurs? Il y a une équipe? Et puis, la deuxième question, c'est un très beau projet, effectivement, d'économie sociale et solidaire, mais est-ce que c'est déjà un peu connu et attendu de la part de ces femmes? Du coup, par rapport à l'équipe, au début, nous étions en équipe de 6, mais au final, je suis la seule qui a continué sur Arganissa. Mais pourquoi pas reformer une équipe? Je ne dis pas non à ça. Et pour la seconde question, excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter? En fait, le sujet, c'est par rapport aux femmes dont on parle et pour lesquelles il y a une action réelle. Est-ce que tu as déjà été, quel est l'écho? Est-ce qu'il y a déjà eu des contacts qui ont été initiés avec ces communautés de femmes? Comment c'est organisé? Est-ce que tu penses que c'est facile à monter comme projet ou pas? Oui, effectivement, j'ai déjà pu être en contact avec ces presseuses. Et il y a énormément de petits projets comme les miens au Maroc, mais malheureusement, ils sont à toute petite échelle. Et ce n'est pas toutes les femmes presseuses qui sont avantagées avec ce genre de projet économique, social et solidaire. Et le but d'Arganissa, vraiment, c'est de les intégrer toutes. Et donc, je pense que oui, c'est totalement faisable en ayant un assez bon réseau et en ayant une bonne communication sur le sujet. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas faisable. Enfin, j'espère. En tout cas, il faut être très motivé. Et c'est vrai que tu as mentionné à la fin la partie sur la réglementation pour les cosmétiques. Il y a beaucoup de jeux un peu qui évitent un peu des nouveaux entrants sur le marché, on va dire. Donc, les réglementations sont très, très compliquées. Donc, c'est vrai que en tout cas, bravo et belle conviction, belle énergie. Merci beaucoup. Alors, il nous reste le temps pour une dernière question. Thomas, Guillaume, avez-vous une question à poser à Marwa? Une petite question. Comment vous avez fait pour établir votre cible? C'est précis, une femme d'une trentaine d'années avec enfant? Excusez-moi. Non, allez-y. Du coup, pour la cible, on s'est basé sur le questionnaire qu'on a pu faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 mois.
Et c'était plus les femmes d'une trentaine d'années avec des enfants qui utilisaient plus de l'huile d'argan. C'est comme ça qu'on a établi notre cible. Et je me suis aussi basée sur mon entourage et sur ce que je connaissais déjà, ce que je voyais. J'ai pu observer du coup quand je suis allée visiter la boutique d'Aromazone, un petit peu les femmes qui se penchaient sur l'argan. Avec mes observations et ce questionnaire, j'ai établi ma cible. Il y a eu combien de questionnaires de remplis? Il y a eu 300 réponses sur le questionnaire. C'est pas énorme, mais je pense que pas mal. ça a pu... Ouais. C'est déjà beaucoup et c'était en période de confinement. Oui. Donc, c'est quand même très bien. Merci, Marwa. Merci à vous. Alors, on arrive au terme des 6 minutes de questions-réponses. On va maintenant pouvoir passer au projet suivant, qui est donc Click and Brush. Click and Brush, je vous laisse partager votre support et démarrer votre pitch quand vous êtes prêts. Il y a un tout petit souci, je vais juste devoir quitter Zoom rapidement et je reviens dans un instant, je fais très vite. C'est juste un petit souci avec l'application qui a un petit bug, mais c'est très vite réglé. D'accord, on se retrouve tout de suite. Pendant ce petit instant, Marwa, est-ce qu'il y avait autre chose que vous voudriez ajouter? Non, pas du tout, à part que je crois en Arganisa, coûte que coûte, et que je souhaite du coup du courage à tous les participants avec moi. Et bon courage à vous tous. Voilà, c'est tout. Vous avez contacté l'incubateur de l'école? Oui, effectivement. J'ai pu avoir un contact avec lui, mais j'attends un petit peu d'avoir vos réponses et vos retours pour le recontacter une deuxième fois. D'accord, entendu. Du coup, c'est bon. Bien, c'est à vous, Manel. Alors, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs du jury. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de vous présenter notre projet ClickBrush. Dans la vie, nous rencontrons tous les jours différents problèmes qui nous la rendent plus compliquée. Par exemple, les pinceaux à maquillage. Ces objets si encombrants, chers, polluants et pas si faciles à acheter. Mais comment résoudre ces problèmes? Eh bien, grâce à ClickBrush, c'est possible. ClickBrush sont des pinceaux à embout interchangeables qui vous permettent de vous maquiller en toute facilité. Les poils de l'embout sont faits à partir de fibres synthétiques. L'embout et le manche sont aimantés, sans oublier que le pinceau est recyclable et conforme aux normes AFNOR. Tout ceci rend ClickBrush facile d'utilisation, écologique et économique. Ces brushes tout en un s'inscrivent dans un marché comptant près de 25 millions d'utilisateurs, soit près de 20 millions de potentiels clients, sans oublier qu'en 2018, le chiffre d'affaires du marché était de 2,6 millions d'euros. Quant aux États-Unis, il était de 1,6 milliard de dollars en 2020. Il y a quelques mois, nous avions fait une enquête avec un échantillon de 67 personnes et 23% des personnes étaient prêtes à acheter nos pinceaux plutôt que leurs pinceaux habituels. Donc, nous avons estimé de faire des ventes pour la première année, de vendre environ 100 pinceaux pour la première année. Ces brushes tout en un s'inscrivent dans un marché comptant près de 25 millions d'utilisateurs, soit près de 20 millions de potentiels clients. Je suis désolée, je bégaye. Je suis désolée, est-ce que je pourrais juste recommencer? Je suis vraiment navrée, je me suis un peu embrouillée, mêlée les Non, c'est pas grave, Manel, poursuivez. D'accord. Donc, parmi les principaux concurrents de ce marché, ClickBrush se trouve être la marque la plus abordable. Ce côté accessible permet à tout le monde d'utiliser nos pinceaux, que vous vous maquillez régulièrement, que vous soyez maquilleur professionnel
ou que vous maquillez occasionnellement, ClickBrush est accessible à tous sur notre site internet, mais également sur Amazon, sur lesquels nous débuterons nos ventes. Nous avons estimé les coûts de production unitaires entre 8 et 10 euros, les coûts de logistique unitaire, donc l'emballage, le transport, le stockage, etc., à 12 euros, et les autres coûts unitaires à 14 euros. Ce qui nous fait un coût global d'environ 36 euros, et ce qui nous fait une marge d'environ 9 euros. C'est pourquoi, idéalement, notre kit fond de teint sera à 45 euros, tandis que notre kit pour les yeux sera à 35 euros. Les coûts, pour la première année, nous avons estimé les coûts marketing et communication entre 5 000 et 7 000 euros, les coûts administratifs entre 4 500 et 5 000 euros, et enfin les coûts commerciaux entre 7 200 et 14 000 euros. Nous avons donc déjà trouvé une usine à Crema en Italie qui se chargera de la production des pinceaux. Cette usine est conforme aux normes AFNOR et est réputée pour ses méthodes innovatrices dans le domaine du maquillage. Tout ceci colle donc parfaitement aux éthiques de ClickBrush. Avant de contacter l'usine, nous devons tout d'abord créer un prototype avec un designer, ensuite établir et signer le contrat avec l'usine et enfin lancer la pré-série. Voici donc notre équipe composée de moi-même, Manel Kiminali, de Raphaël Laurent et enfin d'Inès Laurent. Merci d'avoir écouté notre projet. Avec ClickBrush, redécouvrez le maquillage en un clic. Parfait. Bravo, Manel. Merci. Bravo. À vous maintenant, les membres du jury. Avez-vous des questions? Oui, merci Manel. Je voulais savoir, ce produit, c'est nouveau? Est-ce que la concurrence, est-ce qu'il y a des produits similaires? Et si ça n'existe pas chez les concurrents, est-ce que vous avez pensé à protéger? Quelles sont les barrières à l'entrée, s'il vous plaît? On n'a qu'un seul concurrent direct et c'est BlendSmart qui a un peu la même idée, sauf que BlendSmart utilise une technologie avec des pinceaux rotatifs. Donc, une fois qu'on branche l'embout, et ben, le pinceau est rotatif. Et en fait, pour l'instant, ils font que des pinceaux pour le fond de teint. Et nous, on voulait faire quelque chose de nouveau. Et comme les pinceaux rotatifs, ça ne nous intéresse pas, du coup, on a décidé de faire tout d'abord une gamme avec des pinceaux pour les yeux, donc pour maquiller les yeux et tout ça, et une gamme pour le fond de teint. Donc, on s'est différencié. Ok. Et vous avez pensé, vous avez parlé de prototypes, de séries, protection des peaux, enfin protection industrielle, intellectuelle. Hein, vous avez réfléchi? Oui, donc on a déjà eu quelques idées de comment l'embout se mettra sur le manche. Et on comptait voir si c'était conforme aux normes et ensuite déposer un brevet pour nous protéger donc, de la concurrence et tout ça. Et ensuite, pour le prototype, du coup, on voulait voir avec un designer pour voir si c'était bon, s'il n'y avait pas de danger quand les gens utiliseront les pinceaux. Et voilà. Ok, merci. De rien. Alors, j'ai plusieurs questions. Il va falloir peut-être que je sélectionne mes questions. Premièrement, le projet, c'est parti de quoi? D'un constat que les pinceaux prennent trop de place, qu'on en a trop. Et l'idée, c'est de faire en fait un kit qui permette d'interchanger les brosses avec un seul manche. Oui, c'est d'accord. OK. Donc, vous avez contacté déjà une usine en Italie. Ton coût de production aujourd'hui, il est 36 € sur tes deux kits, que ce soit pour les yeux. Sur le kit. Pardon, excusez-moi, allez-y. C'est sur quel kit que tu as 36 €? Du coup, ça, c'était pour le kit le plus cher, donc fond de teint. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est celui que tu revends à 45 €. Exact. Donc, il te reste même pas 9 € de marge. Oui. C'est de la vente directe, de ce que j'ai cru comprendre sur ton site internet et Amazon. Néanmoins, il faut voir aussi avec ton usine, parce que je ne sais pas sur combien de quantités vous avez convenu, mais ça aussi, il faut que tu les challenges sur ton coût de production pour essayer d'optimiser absolument ton prix de revient. Parce qu'avec, après, il faut voir quels sont tes réseaux, mais tu auras beaucoup de difficultés après d'intégrer des réseaux centralisés ou ce genre de choses avec si peu de marge. Donc, sur quelle quantité vous avez challengé les usines sur ces prix de production?
Je ne m'en souviens plus exactement de la quantité qu'on avait choisie, mais en tout cas, on leur avait parlé de faire une centaine de produits pour la première année. D'accord, donc tu produis quasiment ce que tu vends la première année. Oui. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est un point à suivre de près. Effectivement, il y aura des économies d'échelle avec les quantités, forcément. Ça laisse peu de marge de manœuvre derrière pour avoir des coûts de communication. Voilà, si vous prévoyez d'avoir des coûts additionnels, forcément, il va falloir faire beaucoup de volume, du coup, dans la cosmétique en tous les cas. Après, j'ai une autre question, mais je ne sais pas si les autres membres du jury avaient des questions. Moi, j'avais une petite question, mais peut-être qu'elle sera complémentaire de la vôtre. C'est notamment pour poursuivre sur le marketing. Comment vous comptez vous faire connaître sur un marché, la cosmétique, qui est envahi de publicité, de communication? Est-ce que vous voulez passer par des méthodes un peu plus agiles, réseaux sociaux et autres, sortir des communications habituelles qui coûtent très, très cher, en effet? Comment vous abordez ce sujet? Du coup, nous, on voulait utiliser le marketing d'influence au début parce que c'est quelque chose qui n'est pas aussi cher que, par exemple, faire des pubs à la télé et qui peut nous permettre de nous faire connaître auprès des plus jeunes parce que c'est ceux qui sont les plus influençables. Du coup, oui, commencer par un marketing d'influence avec des influenceurs, donc proposer des partenariats ou ce genre de choses. Ok, parce que pour rejoindre en effet Sandra, maintenant les influenceurs sont de moins en moins gratuits. Il y a même un vrai business autour de ça. Ça coûte très cher. Donc c'est vrai que pour rejoindre ce sujet-là de la marge et de vous dégager des coûts pour être capable, parce que par rapport à une époque aujourd'hui, ça se monnaie en fait les communautés. Les gens ont bien compris que d'être capable d'agréger des gens, ça coûtait cher. Donc en effet, peut-être réfléchir là-dessus ou alors peut-être cibler vous avez une capacité au sein de l'équipe, des membres de votre équipe qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux et autres et capables de cibler peut-être les prochains influenceurs et qui au départ ne vous coûteront pas très cher. Oui. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Il reste encore un petit peu de temps. Oui, non, juste pour dire qu'effectivement, c'est un projet intéressant, mais c'est vrai qu'il est sur un marché où il faut exister. Ce qui est un bon moyen d'aborder ça, d'entrer là-dessus, et peut-être de lancer une campagne un peu sur une plateforme de crowdfunding qui permet en retour de faire découvrir les produits, de créer une communauté et de stabiliser un peu les produits, tout en faisant un marketing qui ne coûte pas forcément très cher. Ça permet de valider les choses tout en ayant un peu d'argent pour faire fabriquer, parce qu'à un moment ou un autre, dès qu'on est sur un projet à dimension industrielle, vous avez un partenaire industriel, c'est vrai que c'est tout de suite plus compliqué, ça coûte tout de suite plus cher, et notamment aussi, si l'usine est en Italie, ne pas minimiser les aspects transport. Oui. Ok, eh bien écoutez, merci Manel. On est arrivé au terme des 6 minutes de questions-réponses. J'en profite pour préciser, pour répondre à une question qui m'a été posée directement dans le chat. Quand il y a une équipe, tous les membres de l'équipe peuvent répondre aux questions du jury. Voilà, les questions ne s'adressent pas uniquement à la personne qui a pitché. S'il y a une équipe avec vous, voilà, que les membres de l'équipe n'hésitent pas à répondre et à soutenir le pitcher. On passe maintenant au projet suivant, donc Nostresso Clock. Nostresso Clock, c'est à vous et nous vous laissons partager votre support. Oui. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Mon diaporama, c'est un peu plus long. Voilà. Je commence quand je suis prête. Oui, vous démarrez quand vous êtes prête. D'accord. C'est parti. Je suis sûre que vous connaissez tous cette personne qui passe désespérément son temps à presser le bouton snooze de l'alarme afin de repousser le moment fatidique qu'est le réveil. C'est peut-être même vous. C'est en effet une habitude qui touche énormément les Français. Et j'ai alors fait un constat simple. L'anxiété, le stress
ou encore la mauvaise humeur au réveil sont des problèmes qui sont certes petits, mais qui sont très présents dans le quotidien des Français. 40% des Français se disent anxieux dès que le réveil se met à sonner. 64% repoussent le réveil à chaque sonnerie. Cela représente près de 10 millions de Français, soit 10 millions de Français touchés par ces troubles liés au réveil. Et là, j'ai vu une opportunité de proposer à toutes ces personnes un produit à la pointe des innovations, qui certes ne va pas révolutionner le monde, mais qui, à sa manière, va améliorer leur quotidien. C'est pourquoi j'ai conçu No Stress O'Clock. C'est un réveil connecté multifonctionnel, made in France, éco-responsable, qui fait appel à vos 5 sens et qui vous laisse la possibilité de le personnaliser en fonction de vos goûts. Mon produit vous offre donc de nombreuses expériences. Mon but est de vous trouver la solution qui va améliorer votre qualité de vie pour une meilleure santé et faire de votre réveil un événement que vous attendiez avec impatience. Mais il est surtout un réveil qui a pour particularité sa forme de balle à malaxer, anti-stress, pour des accueils. Je vous laisse donc imaginer la sensation. Demain matin, vous avez un entretien important et vous redoutez déjà le réveil brutal qui vous attend dès 6 heures. Mais avec No Stress O'Clock, vous vous réveillerez tout en douceur, avec une musique d'ambiance relaxante, des lumières apaisantes, avec l'odeur des petits pains ou du café du matin grâce à nos différentes gammes d'huiles essentielles. Tout pour vous mettre de bonne humeur pour bien commencer la journée. Mon application connectée permet de contrôler toutes les fonctionnalités que vous verrez par la suite. Mais ici, c'est un seul appareil pour différentes fonctionnalités qui combinent plusieurs méthodes thérapeutiques de bien-être. Un diffuseur d'huile essentielle intégré avec le choix de fragrance unique qui vous ressemble, un réveil qui vous offre un panel de lumière apaisante au choix, aux fonctions de votre bonne humeur ou non, ainsi qu'une sonnerie personnalisable en fonction de vos goûts. Mon application connectée permet de contrôler toutes ces fonctionnalités que vous pouvez ici retrouver. Pour vous permettre de comprendre le réveil, voici un visuel qui va devoir être prise pour pouvoir éteindre le réveil. Et de l'autre côté, l'intensité des lumières qui vont osciller lorsque la sonnerie va sonner. C'est en effet en pensant aux jeunes stressés dès le matin qu'est venue l'idée de ce projet. Les early adapters sont eux, car ils sont en plein boom des objets connectés, ont une grande facilité avec les outils électroniques et c'est la cible dont je connais l'environnement. Comment je vais créer le flux de revenus? Tout d'abord, par des ventes physiques comme chez Nature et Découverte, ainsi que des ventes digitales sur le marketplace. Le business model étant celui de l'abonnement. L'apport se fait aussi via l'application payante qui inclut un renouvellement éventuel des différentes gammes d'huiles essentielles selon les saisons. Je projette de vendre mon produit sur mon site, sur Amazon, ainsi que dans des magasins tels que Darty, Boulanger ou dans des instituts de soins consacrés au bien-être. Je vise donc une stratégie omnicanale. À ce stade, l'objectif est de me faire connaître. Et pour cela, je me concentre sur les campagnes de publicité, partenariats et ma présence sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, Snapchat et TikTok. Mais je ne suis pas la première à proposer ces solutions. On retrouve notamment Sensor Wake et son réveil olfactif, ou encore la Smart Clock de Lenovo. Et moi, je compte bien me démarquer par mes nombreux services. Je tiens à vendre à mes clients une expérience. Pour finir, sur le long terme, mon objectif est d'être reconnu comme l'un des acteurs dominants sur le marché français des réveils et des objets connectés. Pour démarrer, j'ai besoin de plusieurs compétences dans l'équipe. Un designer, un développeur de l'application, un conseiller marketing et juridique. Le but est de faire connaître la marque et de la développer. Aujourd'hui, je suis la seule à vous présenter le projet, mais il est le fruit d'un travail initial d'une équipe. Je serais ravie d'échanger avec vous sur le projet et j'ai commencé à documenter déjà pour initier des partenariats et des collaborations éventuelles. Pour ça, votre soutien, il est très précieux. Alors, n'hésitez pas à aller consulter la page web. Vous pouvez dès à présent y trouver la vidéo de teasing sur le design du produit qui reste à ce jour secret pour le public. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Merci Charlotte, vous êtes une excellente vendeuse. Merci. Bravo, vous avez dépassé de quelques secondes, mais c'était une très belle présentation. Je laisse les membres du jury vous poser des questions. Oui, merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez estimé le coût de fabrication de ce réveil? Alors justement, j'ai déjà pensé à certaines usines, dont une qui s'appelle Algovital, et j'ai pensé aussi à une, je peux vous montrer, dans mon document, j'ai fait des annexes si ça vous intéresse.
Mais par rapport au coût, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment parce que je peux pas, encore si je ne me projette pas pleinement à voir combien ça coûte le coût de fabrication, je ne peux pas. Mais après, justement, je pourrais aller dans les usines, les contacter et connaître, évidemment, avoir peut-être une idée d'un prix. Mais à l'heure d'aujourd'hui, non, j'ai essayé. Mais après, je me suis dit, c'est pas trop représentatif. Et vous avez parlé de la cible, hein, les 18-30 ans, et donc vous en faites partie. Et vous seriez prêt à mettre combien pour acheter l'appareil et ensuite pour l'abonnement? Alors justement, moi, l'abonnement, tant que ça ne dépasse pas 10 euros, ça, je pense que ça va. Et après, évidemment, un appareil qui est made in France et qui propose toutes ces fonctionnalités, c'est normal que ça coûte quand même beaucoup plus cher, surtout avec une main-d'œuvre. Donc, je pense, surtout par rapport aux concurrents qu'on a pu voir les prix, c'est assez élevé. Donc, je pense qu'après, on peut avoir justement des partenariats qui feraient qu'on pourrait avoir un prix beaucoup moins élevé. Mais je pense qu'on ne peut pas dépasser, enfin, ça ne peut pas être moins de 100 euros en tout cas. D'accord. OK. Merci. D'autres questions? Sur l'abonnement, quel est le principe de cet abonnement et du coup, avec l'application connectée, quelles sont les fonctionnalités en fait, auxquelles on a accès? Alors justement, donc c'est une application qui est payante, qui se télécharge via par exemple App Store. Et donc là, sur cette application, on va pouvoir régler l'intensité de nos lumières, on va pouvoir commander donc nos huiles essentielles. Et donc justement, comme je l'ai dit, on peut avoir un renouvellement en fonction des saisons. Et justement, j'ai pu faire mes recherches par rapport à une collaboration avec des huiles essentielles. Donc, c'était une entreprise pardon, qui s'appelait Algovital. Et donc, justement, et j'ai vu une autre aussi, ça s'appelait la Compagnie d'essence. Et j'ai pu remarquer que les huiles essentielles, c'est souvent les mêmes parfums. C'est pour ça que je me suis dit, on peut faire peut-être un partenariat pour pouvoir élargir et faire des goûts qui sont plus larges. Et donc, comme fonctionnalité, il y a celle-ci. Il y a le choix de la personnalisation. Dans mon produit que je propose, c'est vraiment un point très important, la personnalisation. Les concurrents ne l'utilisent pas réellement, alors que moi, justement, je propose qu'ils personnalisent en fonction de leur goût. Et ils peuvent, bien évidemment, comme je vous ai dit, choisir les huiles essentielles. Donc, du coup, on fait payer en fait le réveil et il y a un abonnement. Parce que du coup, on fait payer un abonnement pour personnaliser son réveil et pour acheter en fait finalement des recharges. Oui. Est-ce que justement, le packaging, c'est le réveil et il y a l'abonnement qui est juste à payer en plus. Le réveil, on l'achète et c'est juste l'abonnement qu'il va falloir évidemment penser à acheter. D'accord. C'est une réflexion à avoir de payer un abonnement pour acheter des recharges, par exemple. C'est vraiment des choses, je pense que c'est une application, il faut qu'elle soit beaucoup plus étudiée dans les fonctionnalités que ce type de fonctionnalité plutôt simple. Sandra, vous êtes figée. Sandra, est-ce que vous nous entendez? Visiblement non. On va passer à la question suivante. Si vous avez une autre question parmi le jury. Oui, moi j'ai. Allez-y, Xavier. Non, allez-y, c'est bon. Moi, j'avais une question. Merci, Charlotte, pour cette présentation. Est-ce que vous avez en tête des noms d'entreprises françaises qui ont créé des produits tech B2C, qui est du coup votre cible et les particuliers? Par rapport au je voulais dire réveil ou huile essentielle? Non, high-tech plutôt comme votre réveil, mais pas forcément réveil, mais plutôt high-tech. J'ai pas vraiment cette là à l'instant, mais je sais qu'il y a des écoles, par exemple, qui sont vraiment dans l'high-tech. Ça s'appelait justement design high-tech, quelque chose comme ça. Et donc, qui sont vraiment focus dans ce que vous êtes en train de dire. Je vous pose la question parce que c'est l'une des grandes difficultés pour les entreprises françaises de créer des produits électroniques made in France, en fait. Il y a beaucoup des composants électroniques qui sont asiatiques notamment.
Et il y a 2-3 boîtes françaises qui sont assez connues, mais qui ont beaucoup de difficultés en fait, à vendre, ou qui ont eu des hauts et des bas. Et c'est vrai que c'est un sujet très, très compliqué, la production. Et donc, quand vous parlez de production, vous parlez beaucoup d'huile essentielle, mais du coup, est-ce que vous avez estimé le coût de production industrielle de votre éveil, de combien ça coûte, etc., pour au final essayer de le vendre autour de 100 euros, parce que Lenovo, je crois que c'est 70. Lenovo, c'est un groupe mondial qui peut réduire les coûts. Donc, comment vous envisagez ce sujet-là? Bah, justement, comme je l'ai dit précédemment, par rapport au coût, je ne peux pas encore me projeter pleinement tant que je n'ai pas été sur le terrain et que j'ai pu voir. Mais par exemple, dans mes recherches que j'ai pu faire, pour faire peut-être des collaborations et des partenaires avec des entreprises qui sont à fond sur les huiles essentielles, ils proposent des ateliers de formation sur lesquels peut-être on peut voir comment ils fabriquent. Et donc, je me dis que peut-être si des personnes dans mon équipe qui veulent rejoindre, et dont moi-même, on pourra peut-être aller plus loin et justement se projeter et en savoir davantage. Un conseil peut-être, c'est de vous rapprocher peut-être de ces fabricants français, comme par exemple la marque De Vialet, pour, même si ce n'est pas du tout le même secteur d'activité que vous, mais peut-être voir avec eux comment on fait pour construire un projet, comment on fait pour fabriquer, quels sont les coûts, pour peut-être vous rendre compte en effet de si ça correspond à vous ou pas. D'ailleurs, regardez aussi du côté des objets connectés, comme WeSings par exemple. Une entreprise justement qui est dans la fabrication en lui-même des réveils. C'était une française, je n'ai plus le nom, mais je l'ai dans ma présentation dans les annexes. Et une qui est en Europe, en Roumanie, parce que je suis bilingue, peut-être que, en plus, la main-d'œuvre, elle est moins chère. Et ça s'appelle Victoria. Donc, voilà, donc ça, c'est parenthèse. J'ai juste à contacter après et à faire les démarches, mais oui. D'accord. Xavier, est-ce que vous aviez une question? On ne vous entend pas. C'est un peu dans le même esprit que Thomas, avec ce point d'attention. Dès qu'il y a de la technologie dans quelque chose, hein, il y a l'aspect huile essentielle et services, et puis il y a l'aspect capacité à délivrer quelque chose. Vu que le pricing est quand même, la proposition de valeur doit être au rendez-vous. Donc, à un moment, pour délivrer, il y a une forte dépendance technologique possible, mais qui a un point d'attention. Oui. OK, entendu. Nous allons passer au projet suivant. Merci Charlotte. Donc, Biocité. Alors, ils sont rapides chez Biocité. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre mon chronomètre. Vous pouvez démarrer quand vous le souhaitez. OK. Donc, de nombreux étudiants souffrent au quotidien d'une mauvaise alimentation du fait d'un manque de diversité des produits et par manque de moyens. C'est pourquoi nous avons créé Biocité pour les aider à faire en sorte que l'équilibre alimentaire ne soit plus une option, mais une réalité. Biocité, c'est une restauration collective au service des étudiants et des salariés afin d'améliorer la qualité de leurs repas pris à l'extérieur. De nos jours, énormément d'étudiants prennent au moins un repas sur 2 en dehors de leur domicile. C'est pourquoi il est grand temps de proposer une nouvelle offre dans laquelle l'équilibre nutritionnel devient un véritable enjeu et ainsi de pouvoir repenser la qualité des repas pris à l'extérieur, trop souvent synonyme de mauvaise qualité. Donc, en tant qu'étudiant en cette période de pandémie, nous nous sommes rendus compte qu'un grand nombre d'étudiants ont du mal à s'alimenter de façon équilibrée et variée, et que par facilité et lassitude, la malbouffe est devenue un recours systématique. Donc, en partenariat avec des producteurs locaux, des AMAP et des restaurateurs, Biocité fournira des plats équilibrés, locaux, bio et sans allergènes dans le but de satisfaire un maximum de demandes et ainsi diversifier la carte du Crous. Donc, le secteur que nous ciblons est celui de la restauration rapide. En France, c'est 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Près d'un quart de cette somme revient à la restauration collective. La région Normandie compte environ 100 000 étudiants et d'après notre étude de marché réalisée en 2021, 70% des étudiants fréquentent les restaurants universitaires. Parmi eux, 17 présentent un régime alimentaire dit spécifique et disent ne pas être satisfaits de la diversité des plats. Cela représente environ 10 000 early adopteurs par jour uniquement pour la région Normandie.
En plus de cela, la Normandie compte environ 1 300 000 actifs, ce qui nous place sur un marché à très fort potentiel, mais aussi fortement concurrentiel. Nous sommes bien conscients que le marché que nous ciblons est très, très atomisé, avec à la fois des géants de la restauration collective, comme Sodexo, mais aussi des entreprises individuelles, comme les sandwicheries, les cafétérias, les fast-foods ou encore les food trucks. Donc aujourd'hui, nos concurrents ciblent une offre prix autour de 8 €, donc ce qui constituera un repère pour notre offre. Et notre positionnement sera donc de garder un prix juste pour le producteur et le consommateur, tout en accentuant sur la qualité des produits que l'on proposera. Donc, le business model de Biocité s'articule sous la forme d'un circuit court avec un cahier des charges à destination des producteurs maraîchers et des éleveurs avec des produits locaux et de saison, favorisant ainsi l'agriculture biologique. Les restaurateurs seront livrés à fréquence régulière pour privilégier le frais et devront, conformément au cahier des charges proposé, des plats diversifiés. Ils devront aussi être en mesure de prévoir pour la semaine suivante le menu détaillé afin que les clients puissent se projeter et commander au travers d'un click and collect. La logistique est donc primordiale et très importante afin d'éviter le gaspillage et aussi limiter les invendus. Donc, notre équipe est constituée d'Arthur, qui est le PDG de l'entreprise, d'Alexandre, qui occupera le rôle de directeur marketing. Basile aura quant à lui s'occupera de tout ce qui est logistique autour du projet, tandis que j'occuperai la place de directeur financier. Dans l'état actuel des choses, nous sommes conscients que notre projet est encore qu'au stade d'idée et que les prochaines étapes seront cruciales et décisives, puisqu'il s'agira d'aller démarcher les producteurs et les restaurateurs afin d'élargir notre réseau, et ainsi constituer et fédérer une communauté autour de notre projet. Mais ça tombe bien parce que nous sommes déterminés à mener notre projet le plus loin possible. Donc, pour faire simple, Biocité, c'est un concept articulé autour de 3 facteurs clés de succès: la proximité, la coopération et l'engagement. Ces facteurs le rendent donc éligible au financement participatif. Nous croyons en notre projet et nous sommes déterminés à le mener à bien. Alors, avec Biocité, faisons en sorte qu'étudier rime avec qualité. Merci de m'avoir écouté. Merci, merci, messieurs. C'est au tour du jury maintenant de vous poser ces questions. Oui, belle énergie, effectivement, qui répond, comme ça a été dit aussi, à une problématique. Alors vous l'avez dit, hein, c'est quand même un sujet dans l'air du temps, avec beaucoup d'intervenants. Un des éléments clés, c'est de se dire, alors dans le teaser, vous aviez mis quelqu'un qui était déjà engagé. À un moment, c'est quoi vos arguments de différenciation? Parce que tous ces projets autour de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage, de la lutte un peu contre la pauvreté, il y a beaucoup de choses. Comment vous vous différenciez pour attirer à la fois des gens, des producteurs, mais également des participants, des restaurateurs qui sont multi-sollicités? Alors, tout d'abord, on voulait créer un projet fait par les étudiants et pour les étudiants, dans laquelle les différentes parties prenantes en fait, étaient gagnantes. Donc, par exemple, les producteurs locaux seraient favorisés. Ça permettrait aussi aux restaurateurs de gagner de l'argent sans avoir à servir de couvert, comme ils font actuellement avec Uber Eats et les plateformes de livraison. Et ça permettrait aussi au Crous de diversifier sa carte et lui donner un goût un peu plus moderne. Bien, merci. Juste pour préciser, vous transformez ou vous ne transformez pas les produits? Alors, en fait, le but, ça va être, dans un circuit le plus court possible, faire parvenir des produits donc, locaux, comme on l'a expliqué, qu'on aura essayé de se fournir par des AMAP, etc., et trouver en fait les meilleurs producteurs possibles pour pouvoir les transformer ensuite par le biais soit de restaurateurs, comme Jules a pu le dire juste avant, ou par exemple d'écoles de cuisine. On s'est renseigné par rapport à ça pour pouvoir aussi essayer de maximiser la production et de limiter les coûts.
tout en gardant ce côté aussi noble et une qualité importante des repas. D'accord, donc vous distribuez via des restaurateurs, mais est-ce que vous distribuez via la restauration collective dans les restaurants universitaires? Non. Si, en fait, le but, ce serait d'utiliser le Crous aussi comme une sorte de point de vente pour notre projet, tout en trouvant des accords avec eux. Et si ce n'est pas possible, parce qu'on a commencé à les démarcher, à se renseigner, on n'a pas eu toutes les informations qu'on voulait. Mais si ce n'est pas possible, trouver une alternative pour trouver d'autres points de vente, de relais, de click and collect, pour pouvoir proposer ce service-là sur un périmètre le plus large possible. Parce qu'il y a quand même, en fait, d'après notre étude de marché, on a vu qu'il y avait quand même 17% des étudiants qui ne fréquentaient pas le Crous en raison d'un régime alimentaire dit spécifique. Donc, c'est vraiment un marché sur lequel on veut aller, en fait. D'accord, entendu, je comprends. Merci. Donc, juste votre création de chaîne de valeur, elle se situe à quel niveau? Alors, vous achetez… Oui, pardon. Oui, non, vous pouvez réexpliquer si vous voulez. La question peut-être, en fait, vous achetez donc aux producteurs locaux, donc, Oui. et vous revendez en fait à voir si vous… la question qui a été posée juste avant, si vous transformez le produit et vous revendez en fait au Crous ou à des restaurateurs. Donc, c'est sur cette chaîne de valeur-là que vous allez créer, vous… j'ai un tout petit peu de mal à comprendre comment ça va s'articuler. Le but, ce serait de trouver donc la façon la plus économique et la plus simple dans un circuit, donc encore une fois, le plus court et le plus local possible, des produits de qualité et à bas prix. Et après, en s'arrangeant avec les parties prenantes en fonction de ce qui arrange qui, essayer de trouver une façon de faire parvenir donc, les produits que nous, on se serait fournis. Et donc, les distribuer ensuite aux parties prenantes qui vont les transformer, donc, comme les restaurateurs ou les écoles de cuisine. Donc, nous, on achèterait les produits aux producteurs. On les ferait transformer par les cuisiniers et les restaurateurs. Donc, ça aurait un coût aussi. Et ensuite, on les redistribuerait sur un autre point de vente. D'accord. Ok. Merci. Et moi, j'avais une petite question du coup en face de vous pour rejoindre un peu, pour prolonger la question. En face de vous, il y a qui? C'est des gros donneurs, parce que vous parlez de circuit court, mais du coup, vous rajoutez de la désintermédiation pour un producteur, parce que vous arrivez, vous transformez. Donc, en fait, le circuit court, il est plus court. Donc, du coup, vous avez qui en face de vous? Et en effet, qu'est-ce que vous pouvez apporter que les autres pas? Et une deuxième question, vous avez parlé que un pourcentage, 17%, je crois, des étudiants ne viennent pas au Crous parce qu'ils ont un régime alimentaire particulier, alors peut-être par choix ou par lié à des maladies hautes. Est-ce qu'il n'est pas là, finalement, votre marché, de s'adresser à ces gens qui ne trouvent pas une solution dans des cantines avec du gros volume? Alors, comme on l'a expliqué, justement, on voulait mettre le point justement sur ce chiffre-là parce que nous, ça reste quand même la cible principale de notre marché au début. Ce sera bien évidemment ces 17%-là qu'il va falloir traiter. Donc, le but, c'était de les traiter justement par le biais du Crous, parce qu'aussi se dire que s'ils n'y vont pas, peut-être que leurs camarades ou leurs copains n'y vont pas non plus, ou trouvent tous un arrangement. Ou, en tout cas, on voulait essayer de centraliser le plus possible l'endroit où les étudiants se retrouvaient pour manger, et aussi proposer du coup une alternative pour eux. Je prends l'exemple par exemple d'intolérance spécifique un peu particulière qui empêche pas mal, quelques étudiants du coup de ne pas pouvoir se nourrir correctement sur leur lieu de travail ou en tout cas leur lieu de restauration, alors que c'était quand même prévu à la base pour ça. Donc voilà, essayer d'apporter un panel plus large pour répondre à la demande de plus de personnes et que tout le monde puisse manger de la qualité au même endroit au coût le plus faible possible. Et du coup, à l'époque… Oui, je finis. Pardon, Ingrid. Oui. Allez-y, Thomas. La dernière. Et du coup, je pense que votre valeur ajoutée est peut-être là de créer, par exemple, des menus très spécifiques ou de transformer des plats pour un public particulier. Parce qu'à date, sur votre présentation, j'avais l'impression que c'était très général. Ouais, je me permets d'insister. Voilà, exactement. Vous faites bien de le dire. On n'a peut-être pas assez, justement, on n'a peut-être pas assez mis le doigt dessus, mais effectivement, ça restera cette cible-là en priorité. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien.
Et juste me permettre de bien identifier les 17%, pourquoi ils n'y vont pas. C'est hyper important parce que ça se trouve, il y a des tonnes de raisons diverses et variées et il faut bien identifier ces raisons-là. Oui, pas de souci. OK. Oui, parce qu'à la fois, il y a ces 17%, mais il y a les 83 autres qui pourraient aussi très bien être intéressés par ce que vous proposez. Oui, bien évidemment, c'est pour ça que je dis dans un premier temps que ce serait cela et ensuite d'élargir. Attention à l'interprétation des chiffres. Pas de souci. On passe au dernier projet, donc Women's Care. Nous vous laissons partager votre support et démarrer quand vous le souhaitez. Alors, pour information, le jury vient de se réduire. Xavier Guizot a dû nous quitter pour des contraintes professionnelles. Donc voilà, nous avons perdu un membre du jury, mais nous continuons sur le même rythme. Donc, Women's Care, c'est à vous. Vous voyez, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Adèle Dumilieu et aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour vous parler du projet de start-up que nous avons imaginé avec mon équipe. Pouvez-vous mettre en diaporama, Adèle? Pardon, désolée. Hop, pardon. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sont plus de 500 millions de femmes dans le monde et près de 2 millions de femmes en France qui sont atteintes par cette précarité menstruelle. Ce sont ces femmes qui, chaque mois, doivent choisir entre manger ou s'acheter des protections hygiéniques. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Women's Care, qui est une entreprise sociale et solidaire qui vise à lutter contre cette précarité menstruelle. Ah, excusez-moi, voilà. Donc, la proposition de valeur que nous proposons donc de sensibiliser, d'aider et de fédérer une communauté. Donc, comment allons-nous faire? Dans un premier temps, nous allons sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux et les médias. Nous ne cherchons pas directement à nous enrichir, mais déjà à nous faire connaître et faire connaître notre projet. Dans un second temps, nous allons développer l'aspect commercial. Donc, nous allons développer une marque de t-shirt avec des images et des phrases qui vont choquer, entre guillemets. C'est des phrases qui vont être dérangeantes, mais cela va interpeller et c'est ce qu'on veut pour vraiment montrer notre mouvement. Et ensuite, grâce à l'argent que nous avons obtenu à la vente de nos t-shirts, nous allons acheter des protections hygiéniques qui ne sont pas néfastes pour les femmes. C'est un point qu'on veut mettre en avant aussi, car nous voulons les aider, mais nous voulons tout aussi bien l'aspect santé. Et ensuite, après l'achat de ces protections hygiéniques, nous les redistribuerons aux associations telles que les Restos du Cœur ou encore Règles élémentaires qui ont une base de données et qui pourront les redistribuer à leur tour. Donc, nous, on vient vraiment leur apporter notre aide. Donc, notre cible est destinée à des personnes qui sont actives, à toutes les personnes actives, mais toutefois, on cible quand même une certaine clientèle. Donc, notre cible sont les femmes qui sont actives avec un certain nombre de critères, comme leur centre d'intérêt et leur âge. D'après une étude que nous avons réalisée sur les réseaux sociaux, notre cœur de cible, donc les personnes qui pourraient potentiellement acheter nos t-shirts, représente 150 000 femmes en France. Donc, nous ne sommes pas les seuls à essayer de lutter contre ce phénomène. Plusieurs entités, principalement des associations et quelques entreprises tentent de répondre aux besoins de ces femmes. C'est le cas du coup de Règles élémentaires, MEI ou encore Dons solidaires. Donc, ces associations entreprises, eux, collectent et distribuent des produits d'hygiène et organisent des collectes de dons. Donc, on est un petit peu différent sur notre mode de fonctionnement. Donc, comment allons-nous gagner de l'argent? Donc, comme précédemment, nous allons vendre des t-shirts. Nous allons également avoir des subventions. Nous allons faire appel au financement participatif, donc des dons. Et nous sommes renseignés, nous pouvons avoir des aides financières pour l'entrepreneuriat féminin. Donc, au niveau de notre communication, nous allons beaucoup être sur les réseaux sociaux car c'est notre base au départ. Donc, nous allons être sur Twitter, Instagram et Facebook. Nous allons faire appel à des influenceurs si nous le pouvons, comme My Better Self, Shira Kerensky ou encore Lena Situation. Ensuite, au niveau de nos médias, nous allons créer une page Internet. Nous allons rédiger des newsletters. Si possible, faire des pubs des télévisions, ça nous apportera une visibilité maximale, si on peut dire. Nous allons essayer de faire des reportages et quelques interviews.
Donc, au niveau de notre équipe, nous avons Élodie Fu, qui a 18 ans, qui est à l'EM Normandie Paris. Et donc, elle s'est occupée un peu des designs. Donc, elle est au pôle design. Ensuite, il y a Emma Fernandez, qui a 19 ans, qui est à l'EM Normandie Paris tout aussi, et qui est au pôle marketing. Il y a Ahmad Jelal, qui a 18 ans en première année à l'EM Normandie et qui s'occupe du pôle partenariat et sponsor. Et enfin, moi-même, 19 ans à l'EM Normandie, et je suis au pôle communication. Merci de nous avoir écoutés. De m'avoir écouté. Merci Adèle, bravo pour cette présentation. Le jury, c'est à vous. Je vais me lancer. Précarité, effectivement, sur la France, c'est un sujet sur lequel, effectivement, qui est intéressant de travailler et de plus en plus d'associations, comme vous le disiez, le font. Donc, pour lancer aujourd'hui le projet, le premier step, c'est la création et la vente de t-shirts. Alors, le premier step, ça serait vraiment d'être sur les réseaux sociaux et sur le plus de médias possible afin de nous faire connaître, de faire connaître notre mouvement. Enfin, c'est un mouvement qui est connu, qui est assez présent malheureusement en France. Et nous, vraiment, on arrive sur le marché, entre guillemets, en faisant de la sensibilisation pour essayer de faire comprendre cette précarité à des personnes si elles ne la connaissent pas. Et puis, dans un deuxième temps, on fera tout ce qui est t-shirt, etc. Donc, ce serait une association à but non lucratif? Non, ça serait une entreprise sociale et solidaire. ESS, d'accord. Voilà, ESS, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et le budget communication, vous l'avez estimé à combien? Alors, si vous avez la réponse. Hein. Alors, il me semble qu'on l'avait étudié brièvement. Vas-y, Élodie, si tu veux. Hein. Ok, pour la communication, on a estimé à peu près à 5 000 €. Et pour le prix des t-shirts, on a estimé une fourchette de prix entre 30 € et 48 €, dont 20% qui partira dans l'achat de protection hygiénique, c'est-à-dire à peu près 10 €, 5 à 10 €. D'accord, sur le prix de vente. Okay. Après, il y a aussi d'autres coûts administratifs, tout ça, et ça revient à 25 € le t-shirt, le coût d'un t-shirt, avec tous les coûts. Donc, on aura une marge de 10 € à peu près, une dizaine d'euros. Ça me paraît un peu juste, moi, les 5 000 € de budget communication. Entre les influenceurs, le site internet, alors j'ai plus la page en mémoire, mais... En fait, on pense estimer ce coût de communication, du coup, en fonction aussi des dons et du financement participatif qu'on aura. C'est-à-dire que plus on développera notre communauté, donc d'abord en créant nos pages Twitter, Instagram, Facebook, plus on va développer la communauté, plus on espère avoir des dons, et plus dans ce cas-là, on pourra intensifier le mouvement de communication et entrer en partenariat avec de plus en plus d'influenceurs. Et c'est pour ça que c'est la première partie, le budget communication. D'accord. La source de revenus est en fait diversifiée. Voilà, c'est ça. Une autre question? Oui, moi du coup, c'est donc une entreprise, donc il y aura combien de salariés pour commencer et à quel horizon vous pensez que vous pouvez commencer à vous rémunérer en salaire? Alors, pour commencer, du coup, on estime... Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? En fait, je voulais savoir au début, vous allez être combien de personnes à travailler et donc du coup, éventuellement de salariés. Et deux, comme c'est une entreprise et pas une association à but non lucratif, il faut faire du chiffre d'affaires pour vous payer vos salaires, à moins que ce soit vraiment bénévole, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans une entreprise. Et du coup, à quel horizon vous pensez pouvoir vous payer et avec quel produit? Est-ce que c'est qu'avec des t-shirts ou vous avez déjà imaginé une autre gamme de chiffre d'affaires, de sources de revenus? Alors, pour commencer, du coup, on estime qu'on ne va pas pour l'instant embaucher de salariés, qu'on va, du coup, le temps de développer notre communauté, on va le faire nous-mêmes. Et puis ensuite, en fonction de notre production, de la revente de nos t-shirts,
donc, plus on est rentable, plus on pourra développer et intensifier cette vente de t-shirts. Et dans ce cas-là, on pourra potentiellement envisager d'embaucher de plus en plus de salariés. On n'a pas encore un chiffre exact, mais en tout cas, on pense vraiment pouvoir... donc, plus on va vendre de t-shirts et plus notre communauté sera importante et plus on pourra embaucher de personnes et être rentable, parce qu'on cherche quand même un minimum à être rentable. On est une ESS et non une association. Et du coup, ça nous permettra par la suite de pouvoir un minimum payer nos salaires et puis payer les salaires en fonction de la marge que nous ferons de nos salariés. Oui, d'où le sens de ma question sur savoir si vous aviez d'autres produits. Donc là, pour l'instant, vous êtes focus sur les t-shirts. Oui, pour l'instant, nous sommes focus sur les t-shirts, mais après, nous pensons développer donc, dans le futur plusieurs autres types de produits. Ça peut être des goodies ou même développer des t-shirts, donc pour l'instant féminins, masculins, afin aussi de toucher une grande part d'hommes, parce que je pense que c'est un problème que les hommes peuvent également participer, non, pas seulement les femmes, puisque ça peut toucher à leur famille, à leurs enfants, à leur maman. Et du coup, voilà, nous pensons pouvoir diversifier afin de toucher un maximum de population. Ok, merci. Le temps des questions-réponses est maintenant écoulé. Merci Women's Care. Merci pour cette présentation engagée. Les membres du jury et moi-même allons vous quitter quelques minutes pour délibérer. Je vais vous laisser donc avec Marielle Lassara qui s'est présentée tout à l'heure. Donc, les membres du jury, je vous retrouve sur l'autre session. À tout de suite et à tout à l'heure pour les équipes. Merci Ingrid. Merci à tous. C'est à toi, Marielle. C'est à moi, hein, donc je vais démarrer. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous féliciter parce que j'ai vraiment été très, très impressionnée personnellement par la qualité de vos pitchs, parce que c'est vraiment un exercice extrêmement difficile qui nécessite de se poser beaucoup de questions et de le préparer avec beaucoup d'attention. Hein. C'est dans le pitch, comment je vais réussir à convaincre, est-ce que je ne vais pas oublier des points, par où je vais commencer, quelle posture je vais avoir, comment je vais mieux utiliser ma communication aussi non verbale. Et c'est vrai que j'ai quand même été personnellement impressionnée par vos prestations. Donc, bravo, surtout que vous êtes quand même juste en première année à l'école. Donc, je me présente juste 2 minutes. Marielle Lassara, moi, je m'occupe à l'école de management de tout l'accompagnement des jeunes vers le marché de l'emploi à travers le dispositif Parcours Carrière qui a vraiment pour objectif d'accompagner tous nos étudiants dans la construction de leur projet professionnel, dans toute forme d'accompagnement pour qu'ils trouvent effectivement un projet qui soit en cohérence avec vos aspirations personnelles et professionnelles, vos talents et puis vos moteurs et vos leviers de motivation. Et c'est vrai que le projet Start-Upper s'inscrit bien aussi dans toute cette logique. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'enthousiasme que vous avez pu montrer quand vous avez déroulé votre pitch. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié aussi votre naturel, votre posture. Et c'est vrai que là, vous avez réussi en fait à donner envie. Vous avez réussi à créer un climat d'empathie avec le public. Et moi, personnellement, j'y ai été très, très touchée. Je suis très impressionnée aussi par votre créativité. Parce que effectivement, on est sur des projets très diversifiés et qui ont vraiment fait preuve de créativité. Et je dois dire aussi qu'on voit que vous avez vraiment préparé ce pitch. Donc, bravo, parce que c'est effectivement difficile comme exercice. J'ai beaucoup aimé aussi les dimensions responsabilité sociale, sociétale que vous avez intégrées dans chacun de vos projets. Donc, on voit bien que c'est un élément clé et bien évidemment. Et 2 projets à dimension sociale et solidaire. Donc, ça, je trouve que c'est aussi très, très intéressant. Moi, je ne vais pas pouvoir vous dire qui va gagner puisqu'il y a un jury qui est fait pour ça. Qu'est-ce que je pourrais... j'ai beaucoup aimé dans vos pitchs parce que vous nous avez embarqués dans une histoire. Et c'était votre histoire. Et ça, moi, personnellement, j'y ai été très, très sensible.
Et on voit que ce sont des projets auxquels vous croyez et ce sont aussi des projets visiblement qui font vraiment sens pour vous. Et ce que j'ai aimé, c'est cette cohérence entre votre posture et puis finalement le projet que vous avez présenté. Vous voyez, donc j'ai vraiment été sensible par rapport à tout ça. J'ai trouvé que peut-être en point de progrès, il y aurait peut-être à faire une analyse plus approfondie de la concurrence. Moi, je me suis quand même posé pas mal de questions par rapport à la concurrence et je me demande si vous ne devriez pas faire un travail plus important sur cette analyse de la concurrence pour voir comment vous positionnez. Et c'est vrai que sur cette... et surtout sur l'analyse de cette concurrence, c'est d'avoir une vision assez dynamique du marché. C'est-à-dire que ça prend en compte la concurrence, tous les acteurs et voir en fait quel marché, en fait, sur quel marché on peut aussi mieux se positionner. Donc moi, j'ai été un petit peu sur ma faim sur cette partie concurrence. Je dois dire que dans vos introductions et votre accroche, bravo, parce que vous avez réussi à mettre des chiffres clés, une histoire, vous avez réussi à nous accrocher. Et ça, bravo, parce que c'est vraiment fondamental. Que vous dire d'autre? J'ai aussi beaucoup apprécié parce que j'ai vraiment pris conscience qu'en fait, à chaque fois, votre pitch, il montait en puissance. Donc, en fait, il n'y a pas eu un moment où j'étais lassée de vous écouter. Et ça, c'est bravo, hein, bravo aussi pour cet exercice. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, votre empathie. Vous avez vraiment cette qualité pour créer lien avec nous, avec l'auditoire. Et ça, chapeau. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? J'ai beaucoup aimé aussi quand vous êtes en équipe et que vous avez parlé sur le dossier Biocité. Le fait de parler successivement, ça permet d'alterner les rythmes et c'est vrai que du coup, ça permet d'encore plus capter l'auditoire. Et comme c'est un projet de groupe, personnellement, j'aime bien aussi quand les pitchs peuvent aussi être déployés à plusieurs. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, la dimension sociale et solidaire, moi, j'y suis personnellement très, très sensible. C'est vrai que vous avez travaillé et je suis très, très impressionnée parce qu'en fait, vous êtes en première année et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir déjà réussi à aller jusqu'à ce niveau-là de travail par rapport à votre projet. Le point de progrès, non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, il y a des points de progrès, mais ça, le jury vous le dira plus particulièrement après. Je pense que dans votre posture, vous pouvez peut-être plus travailler aussi. Alors, on avait du mal à voir la communication non verbale, puisqu'en fait, on ne vous voyait pas et on voyait votre PowerPoint et c'est la difficulté hein, de l'exercice à distance. Donc, peut-être aussi jouer plus sur l'articulation, le rythme que vous allez donner, que vous donnez hein, quand vous pitchez et peut-être plus jouer là, parce que sur les autres leviers, bah, c'était plus compliqué de pouvoir jouer dessus et on sentait une vraie énergie. Et moi, j'ai trouvé que ce qui est formidable, c'est que vous étiez vraiment vous-même, naturel et vraiment bravo. Est-ce que vous avez eu du trac? Moi, tout d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est super touchant ce que vous venez de dire. Bah, moi, ça m'a en tout cas beaucoup touchée. Merci à vous. Parce que, en tout cas, moi, organiser ça me tient énormément à cœur et je pense que pour mes camarades, leur projet leur tient à cœur aussi. Du coup, merci. Et par rapport au track, franchement, non. Non, ça va. Parce qu'on travaille depuis quand même quelques mois sur le projet Startupper. Du coup, personnellement, j'ai pris l'habitude. Du coup, non, pas de track. Mais pour mes camarades, je ne sais pas. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez dans cet exercice que vous venez de faire, hein, qui est vraiment difficile, hein, donc chapeau. Qu'est-ce que vous vous dites ou vous dites, là, je sais que je sais faire? Qu'est-ce que vous avez appris de cet exercice? En fait, je trouve que comme Arganissa, c'est un projet qui me tient à cœur, bah, je le connais sur le bout des doigts. Du coup, je n'ai pas trouvé que c'était si compliqué que ça, sauf à certains moments quand on bug un petit peu à cause d'une slide qu'on a oublié de passer. Bah, ça, c'est un peu normal. Mais sinon, je pense que quand on maîtrise le sujet, bah, là, on peut maîtriser un pitch. Enfin, je ne sais pas si j'ai maîtrisé mon pitch, hein, mais je pense qu'il faut maîtriser le sujet avant de pouvoir pitcher ou faire une présentation. Après, je
C'est mon avis. D'accord, merci. Et pour les autres, qu'est-ce que vous avez appris finalement de toute cette expérience-là que vous voulez? Parce que la logique de l'EM Normandie, c'est toujours faire, vous aider, créer les conditions pour oser, expérimenter, apprendre. Et dans cette logique-là, qu'est-ce que vous avez appris de cet exercice très riche? Moi, personnellement, du coup, je suis dans le groupe Women's Care et je pense que pour mes camarades qui sont dans ce groupe-là aussi et pour tous, c'est vraiment l'ambition. Même s'il y a des moments où on ne sait pas vraiment répondre aux questions ou quoi, bah, dans tous les cas, on sait revenir au sujet principal et c'est ce qui est important. Et pour notre part, c'était vraiment de réduire un problème et trouver une solution à un problème en France, à une inégalité qui est injuste. Et je pense que c'est ça qui a joué. Super. Moi, je suis dans le groupe Biocité. Et avant le projet Start-Upper, comme on avait parlé au tout début, je ne pensais pas le faire pour de vrai, en gros. Parce que de base, c'était une idée fictive. Et au final, au fil du temps, ça m'a appris que c'était faisable, en fait. Même si on est en première année ou quoi, on peut le faire aussi. Et c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, dans le projet. Ouais. Et vous avez tous été là, vous commencez à être accompagnés par notre incubateur? On a eu... Non, pas encore. Non. Pas encore, d'accord. Non. Profitez de cet accompagnement. On a eu un accompagnement un peu pour le pitch, justement pour nous aider. Et on a aussi avec notre envoyé, il y avait un monsieur qui s'occupait de nous, de notre classe, en fait. Le coach, voilà. Et donc, c'est ça pour l'instant, les accompagnements qu'on a reçus. Après, on en aura d'autres si... Voilà, on verra, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez appris d'autre encore pour les autres groupes de cette expérience? Moi, ça, c'est intéressant. Quels sont? Ouais. Moi, je dirais la persévérance aussi. Oui. Sinon, j'étais d'accord avec tout ce que tout le monde a dit et les propos qu'elle disait aussi, Emma. D'accord. Très bien. Et à votre avis, alors, s'il y avait un point de progrès, vous, il porterait sur quoi? Moi? Toi et puis les autres, ouais. Vas-y. Un point de progrès, je pense que ça serait pour tout le monde, oui, la façon de encore peut-être mieux pitcher, je pense, et de mieux présenter aussi. Il y a toujours quelque chose à améliorer, donc je pense que oui, ça sera pareil pour tout le monde. Et tu avais un enthousiasme incroyable quand tu as pitché quand même. Merci. Et pour les autres, s'il y avait un point de progrès, si c'était à refaire, qu'est-ce que éventuellement vous verriez différent? Moi, je pense que le choix d'une équipe, c'est assez important parce qu'on nous a imposé les équipes. Dans certains cas, le fait d'imposer une équipe, c'est bien, mais quand on a un projet auquel on croit, parce que moi, Organisa, j'y crois depuis le début, c'est pas très amusant de nous imposer une équipe. Parce qu'on est avec une équipe qui n'est pas forcément ambitieuse, alors que, comme on le voit ici, tout le monde est ambitieux, tout le monde veut du coup que son projet puisse voir la lumière. Et voilà, c'est juste le seul point qui m'a un petit peu, pas déplu, mais qui m'a un petit peu handicapée, on va dire, pour le projet. Et qu'est-ce qui fait que l'équipe, ça n'a pas patché? Non, c'est juste que je sais pas. La vérité, je sais pas. Je pense que le projet ne leur ressemblait pas, tout simplement. On ne va pas continuer sur un projet qui ne nous ressemble pas. Ça n'a pas de sens. C'était juste par rapport à ça. Moi, je suis d'accord que ne pas pouvoir choisir son équipe, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y en a beaucoup, comme on a vu, qui n'ont pas fini avec toute l'équipe. Nous, à la base, on était 5, on a fini à 3. Et c'est dommage qu'on ne soit pas tous avec des gens qui ont la même idée que nous et qui sont d'accord dès le départ. Moi, je pense que c'est plutôt à double tranchant parce que ça dépend aussi pas mal de trucs. Nous, on ne se connaissait pas du tout. Après, on a eu de la chance aussi de bien s'entendre dès le début. Mais on était 5 pareil, on a fini à 4. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tous été aussi beaucoup à l'écoute et on n'a pas ramené notre idée personnelle. On a posé des problèmes avant sur la table pour trouver un projet tous les 4. Et comme ça, on était sûr qu'après, il n'y en avait pas un qui allait décrocher parce que le projet ne lui plaisait pas. On a essayé de trouver une idée qui correspondait à tout le monde. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas mal de rester en groupe. Et c'est vrai qu'on a vu votre complémentarité. Ça, c'était intéressant de voir aussi votre complémentarité. Oui, bon, là, après, c'est parce qu'on avait choisi cette forme-là. On aurait pu le faire avec n'importe quel autre, que ce soit Alexandre dans le groupe ou Basile.
n'importe qui aurait pu le faire, on a choisi de le faire comme ça, mais encore une fois, nous, on a eu de la chance pour ça, c'est d'avoir une bonne équipe dès le début, mais c'est vrai que… Et puis, on voyait votre complémentarité même de personnalité. Donc, on sentait que le projet pouvait aussi… Charlotte, tu voulais dire quelque chose? Justement, nous, on était 5 et on était tous d'accord pour cette idée que j'ai énoncée tout à l'heure. Mais justement, il y a eu un manque de persévérance et d'ambition chez d'autres qui a fait que justement, le projet, après, je me suis retrouvée un peu plus seule. Donc, voilà. Oui, c'est une posture qui est pas… Ouais, mais c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que la structure du projet, là, pour en être arrivé jusque-là, il y a eu pas mal d'étapes à passer. Et le fait au début, c'était assez peut-être scolaire pour les élèves de se dire que c'était un cours par semaine et qu'ils avaient un coach et qu'ils avaient un livrable à rendre. Et c'est vrai que ça ne laissait pas chaque groupe à aller à son rythme. Nous, on aurait eu plus de temps, on aurait peut-être réfléchi différemment. Pareil pour les autres groupes, ils auraient peut-être plus parlé, trouvé quelque chose d'autre. Donc peut-être sur la gestion du temps et des timings, on n'était peut-être pas assez libre et du coup, on n'avait peut-être pas assez le temps de réfléchir à nos projets. On avait peut-être trop d'échéances, mais voilà. Mais en tout état de cause, là, vous avez quand même vécu un vrai projet de création d'entreprise. Moi, je vous encourage à aller bien au-delà, hein, parce que effectivement, l'entrepreneuriat, c'est une voie extraordinaire. Ouais. Alors, le jury, il est 15h57. Donc là, il est en train de délibérer. Et ça va être… Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment aussi la manière dont vous avez posé le problème au départ. Donc, de partir du constat, partir du problème. Et c'est vrai que faire cette analyse du problème, ça permet vraiment de démultiplier et de décliner un certain nombre de solutions. Et je trouve que votre démarche, moi, je l'ai trouvée extrêmement constructive. Hein. Ouais. Puis avec beaucoup de maturité. Ouais. Merci. C'est un exercice… Bon, le jury tarde à revenir. Nous allons les attendre. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est ce que j'ai noté, hein, en quoi, finalement, ce projet avait un sens pour vous, faisait sens. Et cette notion de sens, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui permet d'avoir l'énergie pour, en fait, aller beaucoup plus loin et oser le décliner. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre, moi? Non, je pense que vous avez bien travaillé sur chacune des étapes. Alors ça, c'est la difficulté. Dans la communication non verbale, elle est tellement importante. Là, effectivement, en pitchant comme ça en ligne, on ne vous voit pas. Donc, on perd en fait un certain nombre d'éléments. Donc, n'hésitez pas à placer votre voix, à jouer sur les intonations, à jouer sur le rythme, à jouer sur éventuellement un silence. Ça, ce n'est pas un souci. Hein. Alors, en distance, il ne faut pas faire trop de silence, mais à utiliser ça et à changer de rythme, avoir un volume de voix. Et c'est vrai que pour certains ou certaines, le pitch prenait de la puissance et du coup, à la fin, vous étiez… Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, et ça, je ne l'ai pas noté, je ne vous l'ai pas dit encore, c'est aussi votre capacité à répondre aux questions. Parce que ça, c'est aussi un exercice qui n'est pas simple. Donc, pas hésiter à faire reformuler, comme certains ou certaines l'ont fait, hein, la question, si vous n'aviez pas bien compris la question. Et du coup, en fait, se donner le temps, finalement, de construire sa réponse. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. 16 heures, là, ils commencent à avoir… Ils ne sont peut-être pas d'accord hein, sur le projet qui va être le projet numéro 1. Hein. Est-ce que vous avez rencontré des entrepreneurs pour valider un peu votre projet? Moi, personnellement, non. Mais je sais qu'au tout début, quand le projet EM Startupper a été présenté, il y a eu des entrepreneurs qui étaient là et qui ont parlé de leur parcours et de tout. Ouais. N'hésitez pas à prendre aussi des mentors parmi nos alumni, parce que ça, beaucoup sont très, très favorables, hein, notamment là, les 3 pour le kick-off qu'on avait fait ensemble au départ.
Et ça, n'hésitez pas aussi parce que c'est de pouvoir être mentoré aussi par des alumni, des entrepreneurs de l'école, du réseau, ça c'est aussi quelque chose, à mon avis, de très intéressant. Hein. Et même d'échanger aussi entre vous, les échanges entre pairs peuvent être aussi extrêmement, vous mentorer entre vous après pour poursuivre. Et d'utiliser effectivement notre service d'incubateur qui va vous aider à aller plus loin en fait. Et c'est vrai que quand on a lancé le projet Start-Upper, on s'était dit en première année, est-ce que c'est quand même pas un peu risqué? Et en fait, moi, j'ai vraiment été impressionnée finalement par votre capacité à tout de suite imaginer des projets, à travailler dessus. Et franchement, bravo, une maturité qu'on n'attendait pas automatiquement. Merci Marielle. On a délibéré avec le jury. Et effectivement, avant d'annoncer le nom du vainqueur, on tenait à vous féliciter sincèrement pour le travail fourni, pour votre implication. Vous n'avez eu que 3 petits mois pour développer le projet en parallèle des cours, maintenant en parallèle de votre stage. Donc encore une fois, bravo. Je vais vous rappeler aussi le lot, ce qui est à gagner par le vainqueur. Donc, l'équipe vainqueur gagnera donc, une vidéo promotionnelle de son projet tournée et montée de façon professionnelle, une large communication sur les réseaux sociaux de l'EM Normandie et le porteur de projet ou les membres de l'équipe gagneront une carte cadeau d'un montant de 50 € dans une grande enseigne. Donc, voilà pour ce qui est à gagner. Je tiens aussi à remercier les membres du jury et aussi de leur implication, de vous avoir posé des questions pertinentes qui pouvaient peut-être parfois vous pousser un petit peu au-delà de ce qui a été abordé, mais c'était l'objectif, c'était de voir jusqu'à quel point vous avez pu réfléchir votre projet. Donc, bravo aussi pour les réponses aux questions. Merci Marielle pour ce temps de débrief pendant la délibération. Donc voilà, donc l'heure est arrivée. Je vais maintenant annoncer qui est le vainqueur. Donc roulement de tambour. Et donc nous avons nommé Argan Nissa comme vainqueur du projet Start-Upper. Donc voilà, bravo Marois, bravo pour ce projet, pour cette construction. Avec les membres du jury, on a trouvé que la vidéo était réalisée de manière très professionnelle. C'est un vrai sujet que vous abordez. Le projet est bien traité sous ces différents aspects. Bien sûr, il y a encore pas mal de points à creuser et c'est bien normal. Et donc, c'est vous qui remportez le projet Start-Upper. Donc, un grand bravo et nous vous félicitons. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Je suis super contente. Je suis super contente et je tiens aussi à dire bravo à tous mes camarades. Franchement, vos projets, ils étaient super. Et j'espère que vous allez continuer vos projets. J'ai aimé tous vos projets. Je tiens du coup à vous remercier, Madame Boutrois, et à remercier tous les jurés. Et je suis super contente. Je ne sais pas quoi dire. Je ne me suis pas préparée en fait à vous remercier pour ça. Du coup, j'espère que Organisa va se développer et c'est le but en tout cas. Et voilà. Merci. Mais nous aussi, nous espérons que votre projet va se développer comme les autres projets d'ailleurs. Hein. En aucun cas, ça ne dévalorise pas vos projets. Et donc, je reviendrai vers chacun d'entre vous pour vous expliquer ce qui a bien fonctionné, les points qui sont à améliorer. Je vous apporterai les remarques du jury de manière à ce que vous puissiez poursuivre votre projet avec leur expertise. Et pareil, Marois, on discutera aussi, bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Oui, merci beaucoup, ça sera avec plaisir. Voilà, et donc je vais conclure cet événement. Est-ce que
l'un des membres du jury ou l'ensemble des membres du jury d'ailleurs souhaite dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Bravo à tous pour votre investissement et vos beaux projets. C'était un réel plaisir, en tous les cas, de partager voilà, les idées que vous pouviez avoir sur différents marchés et besoins. Donc, j'étais ravie de pouvoir participer à cette session en tant qu'ancienne EM Normandie. Je vois comment ça évolue et notamment pour les premières années. C'est très prometteur pour la suite pour tous. Donc, bravo à tous. Ouais, même chose, bravo à tous et bravo pour le premier prix, pour le projet Argan-Nissa. Vraiment un bon niveau de pitch dans l'ensemble. Et pour une première année, c'est bluffant. Donc, continuez comme ça et j'espère à très bientôt. Merci à vous. Merci. Madame Marois, la porte est ouverte au village Baïséa. Je n'hésite pas à vous envoyer un petit message. Je serai sur la même tonalité que mes camarades. Bravo à toutes et tous pour votre engagement. Il y a eu des projets très intéressants. Et puis, je pense que c'est que la première étape par rapport à la suite de vos études où, pour certains et certains, vous allez pouvoir affiner ces projets-là. Et donc, je vous souhaite plein de réussite pour la suite. Merci Thomas. Et donc, pour ma part, en tant que responsable du MIT et pilote du projet Start-Upper, j'ai bien vu en quoi les cours et aussi le projet, les coachings vous ont fait grandir et vous ont aidé à mûrir votre projet. Bravo, je pense que vous avez bien grandi pendant cette année, malgré le distanciel, malgré les confinements. Voilà. Donc, nous espérons que le projet Start-Upper vous a plu, que cet événement aussi. Pour l'école, le projet Start-Upper, il s'inscrit dans la durée. Nos futurs étudiants de première année découvriront aussi l'entrepreneuriat grâce à lui. L'entrepreneuriat est de plus en plus au cœur de la pédagogie de l'EM Normandie, prend de l'ampleur. Et donc, son incubateur, comme le projet il y a aussi un projet donc, de création d'un parcours entrepreneurial. Donc voilà, ça démontre bien que l'école a envie d'aller encore plus loin sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Et donc, à bientôt. Bonne continuation et bonne fin de stage. Merci. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.